Bonjour ou bonsoir. Alors dans cette capsule, on va parler de deux types d'études en transport, des études des vitesses et des études des temps de parcours et des retards. Alors qu'est-ce qu'on veut faire quand on mesure, quand on étudie les vitesses? En général, on va s'intéresser donc à des vitesses instantanées ou quasi instantanées, comme on l'a déjà vu dans les méthodes de collecte de données. En anglais, là, vous avez le terme de spot speed, donc qui est des références à ces vitesses instantanées à un instant donné. Donc on va chercher à collecter un échantillon de vitesse individuelle et instantanée des véhicules, donc passant en un point donné, instantané en un point donné d'une voie de circulation. En général, on collecte un échantillon de tous les usagers passant en un point de la circulation, mais on va avoir un intérêt particulier, pour les raisons qu'on va voir tout de suite, pour la vitesse libre, c'est-à-dire lorsque les véhicules ne sont pas trop proches des autres, lorsqu'ils ne sont pas contraints dans leur vitesse, on s'intéresse en général surtout, en tout cas un des sous-ensembles particuliers des études de vitesse vont être de s'intéresser aux vitesses où les usagers ne sont pas contraints par les autres, par d'autres usagers dans la circulation, il n'y a pas de congestion, etc. Comment mesurer la vitesse? Là, vous pourrez, si vous n'avez pas de réponse, vous pourrez vous reporter au cours sur les méthodes de collecte de données. On pourra mentionner quelques méthodes là dans le cours de la semaine prochaine. L'objectif, évidemment, donc, qu'on collecte des données de vitesse, c'est pour avoir une idée quelles sont les tendances et on peut faire des données répétées à différentes périodes. Ça sert à quoi? Ça sert au contrôle de circulation et en particulier à la sécurité. Donc évidemment, qui dit vitesse dit limite de vitesse. Comment on établit les limites de vitesse parfois minimales, mais surtout maximales, et des recommandations pour les virages. On peut déterminer aussi, donc ça c'est pour, d'un côté on va vouloir mettre donc les vitesses qui sont donc des limites, des contraintes sur les usagers pour leur sécurité. Mais on va aussi vouloir mesurer, en mesurant les vitesses pratiquées, on va pouvoir les comparer à ces limites de vitesse et aussi à des vitesses comme les vitesses de conception, les vitesses sécuritaires pour déterminer le comportement des usagers. On va voir aussi dans le cours sur les dispositifs de contrôle de la circulation que la vitesse est une information importante pour déterminer le bon emplacement des panneaux de signalisation. Ça peut être pour établir des zones, la longueur des zones avec interdiction de dépassement. Analyser aussi, encore une fois, des situations où on veut mesurer la sécurité et le respect de limites dans le cas particulier des écoles. Établir les temps de certaines phases des feux, ce qu'on verra pour les feux de circulation. On va faire aussi ces études, encore une fois, par peut-être différentes périodes de temps, mais en particulier de façon avant-après, surtout lorsqu'on a fait des modifications dont on s'attend qu'elles devraient avoir des impacts sur les vitesses pratiquées. Ça a un lien particulier, encore une fois, à la sécurité routière. Donc, lorsqu'on s'intéresse à des problématiques de sécurité routière, la vitesse est une information importante pour déterminer les causes, les facteurs qui contribuent aux accidents qui sont observés. Et évidemment, encore une fois, aussi pour la conception géométrique des routes, là, je vous renverrai à votre cours. Vous savez bien que c'est relié, comme on l'a revu aussi dans le cours, aux distances de freinage et d'arrêt, et donc aux distances de visibilité nécessaires dans la conception. Un graphique là qui est quelconque là qui pourrait être une collecte de données de vitesse où la vitesse a l'air d'être un seul mode euh, dans cette distribution, dans la fréquence des observations. Donc il y a une distribution aussi qui a l'air à peu près symétrique, ce qui pourrait être une forme encore une fois assez typique d'un échantillon de vitesse collectée. Le lieu d'étude c'est important aussi pour la collecte de données de vitesse. Un petit peu pour les mêmes raisons qu'on les a vues quand on discutait différentes méthodes de collecte de données. Donc là, on partait de savoir si cette méthode était discrète ou pas. Mais aussi, évidemment, parce que ça va dépendre des objectifs de l'étude. Lorsqu'on veut avoir des données de tendance, ça va être installé sur des portions ouvertes d'autoroutes ou de routes rurales, plutôt droite, là, lorsqu'on veut plutôt donc, mesurer les vitesses libres. Lorsqu'on veut donc éviter l'influence des dispositifs de contrôle comme les panneaux d'arrêt ou des feux de circulation. Si c'est plutôt pour le contrôle de la circulation, le site doit être à l'intérieur de la zone qui est étudiée, mais encore une fois éloigné d'autres sources qui pourraient amener des perturbations extérieures. Enfin, les études avant-après vont être faites au même endroit, de façon que là on veut mesurer l'influence de ce qui a été modifié dans le réseau, dans l'infrastructure. Comme je le disais là, il est important évidemment que la présence de l'observateur ou de l'équipement de mesure n'influence pas le comportement des conducteurs. On peut déjà lister, vous les connaissez là de façon un petit peu
connaissance générale, différentes variables qui vont influencer la vitesse. Évidemment, il y a les caractéristiques physiques de la route, la courbe, le nombre de voies, la pente, la distance de visibilité, l'état du revêtement, les espacements des carrefours, etc. L'environnement, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Parce que l'environnement, ça va être tout ce qui va être lié à la géographie, la région d'un pays, les gens qui y habitent, donc les types de conducteurs, le moment dans la journée, les conditions météorologiques, donc plus l'environnement au sens peut-être plus classique, la visibilité et la présence aussi, si comment les lois peuvent être appliquées, s'il y a des présences policières et donc si les usagers ont peur d'avoir des amendes, et aussi enfin des dispositifs comme les limites de vitesse. Et puis la circulation elle-même, à un instant donné, va contraindre, va limiter, va modifier la possibilité pour les conducteurs les différents usagers de choisir la vitesse qu'ils désirent. Donc on a un impact. Par exemple, la composition, la présence, les proportions des différents types de véhicules. S'il y a plus de véhicules lourds, ça peut avoir un impact sur la vitesse. Évidemment, les mouvements tournants peuvent être gênants, en particulier à des carrefours. Les mouvements d'entrée et de sortie au niveau des autoroutes vont tout avoir des impacts. Enfin, quand on parle de vitesse, évidemment, il y a des mesures qui vont être choisies. Dans certains cas, on va vouloir favoriser, évidemment, le déplacement rapide sur des routes qui ont une fonction plutôt de transit. Dans d'autres cas, des routes qui ont d'autres fonctions, des routes et même des rues qui ont d'autres fonctions, que ce soit d'accès ou voire des fonctions de lieu, d'activité sociale. Eh bien, on va voir peut-être concilier ces activités en encourageant des vitesses plus basses. Donc, on va avoir des méthodes de type de modération et d'apaisement de la circulation. Et évidemment qui ont un certain nombre d'avantages, particulier pour les résidents ou les personnes qui ont des activités dans ces lieux, comme la réduction de la pollution de l'air, la pollution sonore, la baisse du stress pour les autres usagers, et d'une façon générale, l'accroissement de la sécurité pour tous. Alors, passons au temps de parcours et au retard, et on pourrait penser tout de suite, en fait, à première vue, que c'est lié à la première étude, mais le temps de parcours, on va penser tout de suite plutôt à un déplacement le long d'un parcours d'un point A à un point B. Et vous voyez qu'on a vu précédemment, la vitesse était plutôt, quand on fait ce qu'on appelle une étude de vitesse, on s'intéressait plutôt à des vitesses à un endroit spécifique qu'à des vitesses instantanées. Donc c'est déjà une première différence. Ceci dit, évidemment, vitesse et temps de parcours vont être reliés, évidemment, puisque c'est l'inverse l'une de l'autre. Donc on va parler donc encore une fois d'un parcours, de se déplacer d'un point A à un point B. Ça prend un certain temps et on peut en dériver une vitesse de parcours, qui est donc la distance parcourue divisée par le temps de parcours. Pourquoi le temps de parcours est important? C'est une des mesures principales qu'on qualifie d'efficacité, une des mesures qui va être les plus importantes, qui va être utilisée pour mesurer la performance d'un système de transport et donc d'un particulier, donc y compris des systèmes routiers. Ça va servir très spécifiquement lorsqu'on parlera des carrefours leur niveau de service, le retard en fait. Ça permet de déterminer ou de quantifier la congestion, connaître le temps qui est perdu par les usagers des transports, par les usagers des routes, dû à la congestion, du fait qu'ils ne peuvent pas, que les usagers ne pourraient pas maintenir leur vitesse désirée. Et donc, le temps perdu peut être valorisé, on peut lui donner un prix, et ça contribue aux études économiques liées au transport, et on contribue aussi, par exemple, au choix d'investissement en transport. Ça sert aussi à la planification des transports, en particulier via les modèles de distribution d'affectation. Lorsque l'on veut déterminer où des usagers avec différents scénarios d'aménagement utilisent les systèmes les réseaux routiers, eh bien le temps attendu ou modélisé de déplacement sur le réseau va déterminer le choix des itinéraires faits par les usagers dans ces modèles. Les usagers évidemment simulés dans ces modèles. Donc être capable de les mesurer, d'avoir des données empiriques ou d'avoir des bons modèles est important pour avoir ces modèles et donc être capable de planifier les transports. De façon plus concrète, dans la gestion des routes et de certains dispositifs comme les feux de circulation, ça va permettre de les coordonner. Et enfin, c'est une information donc, qui est très utile, y compris en temps réel ou quasi réel, et qui est très appréciée et de plus en plus disponible pour être fournie aux usagers pour eux-mêmes faire justement leur choix au moment même de leur déplacement.
Alors l'étude des temps de parcours, et donc même de vitesse de parcours, c'est très différent de l'étude des vitesses, comme on l'a vu, encore une fois, parce que c'est pas l'une est sur un parcours, l'autre est en un point particulier du réseau, donc une vitesse quasi instantanée. Mais c'est aussi parce qu'on va pas s'intéresser généralement, on a dit qu'on s'intéresse souvent aux vitesses dans des conditions de vitesse libre, lorsque les usagers peuvent choisir librement leur vitesse, en particulier pour la sécurité routière, parce que c'est là qu'on va avoir les vitesses les plus élevées. Les temps de parcours, c'est vraiment les temps réalisés, donc les vitesses réalisées, pas seulement les vitesses à écoulement libre. Les méthodes, là encore, vous pouvez vous reporter au cours où on l'a fait, on pourra en reparler ensemble. On peut avoir quelques exemples ici. Peut-être les méthodes les plus anciennes, c'était avec des véhicules flottants, où on envoyait vraiment des véhicules dans la circulation. C'était des relevés qui avaient lieu lors des grandes enquêtes origine-destination dans la région de Montréal. Et voici un exemple là, de visualisation qui ont été faites là, avec une enquête des données plus anciennes lors d'un projet de Catherine Morancy. Donc vous voyez leurs visualisations sur le réseau de la région de Montréal. Et ici des distributions sur certains des tronçons où les données étaient suffisantes. Aujourd'hui, on est en train de transférer à d'autres types de données plutôt de flottes de véhicules qui se déplacent déjà, qui il n'est pas nécessaire de dédier, de même donc de payer, de rémunérer, pour avoir un petit échantillon, un petit nombre de personnes qui se déplacent. On a évalué en fait et on a validé la possibilité d'utiliser des flottes de véhicules. Ici, c'est l'exemple avec la flotte d'autopartage de Communauto. Et on travaille maintenant avec aussi d'autres flottes de véhicules comme les taxis, dans d'autres projets là, qui est toujours pour le compte du ministère des Transports. Si on s'intéresse aux vitesses ou au temps de parcours, une remarque qu'on peut faire, c'est que si on considère que l'une de ces distributions, par exemple les temps de parcours, suivrait une loi normale, donc on peut, à partir si on fait des hypothèses ou qu'on a des observations, que les temps de parcours suivraient une certaine distribution, eh bien si ça suit une certaine moyenne à un certain écart type, on peut en déterminer par exemple la probabilité d'être en certaines valeurs en appliquant donc cette loi, la loi théorique, si c'était une loi normale. Évidemment, si on prend l'inverse, qui est donc les vitesses de parcours, dans ce cas-là, ça ne va pas suivre la loi normale. L'inverse d'une variable aléatoire qui suit la loi normale ne suit pas elle-même une loi normale. Donc, il faut faire les calculs pour la loi qu'on connaît avant de les inverser, par exemple pour les bornes ici. On répondra aussi à la question lors du cours, là, pourquoi vous pouvez réfléchir, pourquoi les temps de parcours ne sont généralement pas normalement distribués. Réfléchissez un petit peu à ce qui se passe en général sur des parcours dans un réseau, par exemple dans une grande région, dans une région autour d'une ville, dans une région urbaine. On s'intéresse aussi, évidemment, donc à ce qui va faire dévier les temps de parcours du temps de parcours idéal si les usagers pouvaient se déplacer à la limite de vitesse ou à leur vitesse désirée. Tout ce qui va s'en écarter, la différence entre le temps de parcours en un écoulement libre et le temps de parcours réalisé, ça va être du retard. Et donc, le retard, lui, va pouvoir être composé de différents éléments qui ne s'excluent pas forcément. Là, on dit qu'ils se décomposent en ces différents retards, mais il y a différents éléments qui se retrouvent un petit peu les uns dans les autres. Un retard conjoncturel, lui, il est causé par l'interaction avec divers éléments de la circulation que le conducteur ne contrôle pas. Donc ça va être la friction latérale avec d'autres flux de véhicules, ça peut être du stationnement, ça peut être la circulation transversale, donc qui viennent d'autres origines ou d'autres destinations, par exemple à un carrefour, donc qui viennent d'autres flux de circulation à ces carrefours, ou interne dans le même flux de circulation, donc qui va être de la congestion. Là, il y a trop de demandes sur une route pour passer, il y a un boulet d'étranglement, et donc ça va être bloqué, donc il va y avoir de l'attente, et d'autres mouvements, par exemple des changements de voie, des réductions de capacité, etc. Donc quand les filles justement souvent ce retard de conjoncturel parce que il est lié à la circulation à un moment donné. Si on était tout seul à l'extrême sur ces mêmes routes, eh bien il n'y aurait pas de retard, donc on ne serait pas dans cette même conjoncture. Le retard fixe, lui, il va se produire un petit peu indépendamment des conditions de circulation. Il va être donc lié au système de signalisation. Donc, par exemple, le temps qu'on va perdre lorsqu'on passe un carrefour à feu et que on tombe par exemple sur un feu rouge. Et à l'intérieur de ces deux retards, il va y avoir une partie du retard particulier qui est le retard arrêté. C'est lorsqu'on ne peut pas se déplacer, par exemple quand on a un feu rouge ou lorsqu'il y a tellement de congestion qu'on doit s'arrêter dans une file d'attente. Et donc c'est un retard qui est une sous-partie, une sous-composante de ces deux retards précédemment mentionnés.
Alors les retards, le temps de parcours et donc les retards, on s'intéresse à différentes statistiques et on s'intéresse donc pas forcément uniquement à la moyenne auquel on s'attend pour un usager, mais aussi à la distribution de ces temps de parcours. Et donc il y a un concept qui a été développé peut-être depuis 10 ou 20 ans, qui est aussi celui de fiabilité, c'est-à-dire quelle est la probabilité d'avoir un certain temps de parcours et qu'il soit par exemple, y compris certaines valeurs qui pourraient être extrêmes. Pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes de fiabilité? Encore une fois, parce qu'il y a des interactions dans l'espace et dans le temps. Il y a ces frictions internes qu'on vient de mentionner, du retard conjoncturel, donc qui peut être qualifié de congestion. Il peut y avoir des perturbations externes, des changements de caractéristiques de l'offre et de la demande, des réductions de capacité ou des augmentations de demande pour différentes raisons. Et le caractère aléatoire des segments du réseau ou des usagers, c'est-à-dire que des choses peuvent se produire à différents endroits du réseau et à différents usagers, par exemple des incidents qui bloqueraient, qui diminueraient la capacité de certaines routes. Le résultat, c'est que les temps peuvent être différents pour un même parcours, à des créneaux, à des mêmes périodes horaires, mais à différents jours de la semaine. Et le résultat, encore une fois, à un deuxième niveau de ça, c'est que c'est difficile de prédire les temps de parcours et donc de planifier ses activités. Donc, évidemment, en tant qu'usager, en tant que service pour les usagers, c'est un problème qu'il faut caractériser et ensuite essayer de régler. Comment est-ce qu'on le caractérise? Il y a différents indicateurs qui ont été proposés, qu'on qualifierait d'indicateurs de congestion et de fiabilité, qui vont être liés à différentes statistiques des temps de parcours. Donc si on définit les temps de parcours à l'écoulement libre et différentes, les moyennes ou les centiles des temps de parcours, comme le 95e centile, qui serait donc une de ces valeurs extrêmes, là. La valeur qui serait telle que 95% des observations seraient inférieures, donc c'est une valeur assez extrême, et que 5% qui serait encore plus élevée. On peut avoir des différentes définitions qui sont ici juste quelques exemples, comme donc l'index, l'indicateur du temps de parcours. C'est juste le temps de parcours moyen. On voit peut-être pas là-bas sur le temps de parcours libre. Le temps de planification, là, ça serait si on prenait par exemple le 95e centile divisé par le temps de parcours libre. Donc c'est une façon de les normaliser, de comparer des segments ou des parcours qui pourraient avoir des longueurs différentes. Le temps de buffer, le temps supplémentaire nécessaire pour le temps de planification. Vous voyez la définition ici. Et puis le temps de misérable, c'est justement les valeurs, les 5% des temps de parcours les plus grands, leur moyenne divisée sur le temps de parcours libre. On peut visualiser ici, là, de voir donc différents objectifs et différentes statistiques des temps de parcours. Et encore une fois, les temps de parcours, c'est de l'information qui est importante pour les usagers, c'est l'information en temps réel, mais aussi qui est popularisée, là, qui fait les nouvelles de façon régulière dans différents pays. Et donc, avec différents aussi fournisseurs de ce type de données, comme des gens qui sont des compagnies, différentes compagnies là, qui fournissent, encore une fois, des informations en temps réel, mais aussi des informations historiques. Ils vont aussi produire donc des rapports là, qui caractérisent un petit peu l'évolution des conditions de circulation dans différentes villes dans le monde et qui, encore une fois, qui font les nouvelles. Donc là, vous avez un lien, par exemple, des indicateurs calculés par le fabricant ou le fournisseur d'une information TomTom. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien et puis on pourra en discuter dans le cours la semaine prochaine.